15 contre. Les objectifs. Chi come noi hanno sempre combattuto. La Corse sera plus forte. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur VHT là pour notre émission Contraste réalisée en partenariat avec RCFM. La défaite aux législatives en juin 2017 aurait pu signifier la fin d'une carrière politique longue et bien remplie, de simple conseiller municipal à député de la 2e circonscription de Corse du Sud. Les vicissitudes de la vie politique ne l'ont pourtant pas fait renoncer. Toujours conseiller territorial, il reste, même affaibli, et dans une famille politique éclatée et profondément divisée au plan national comme en Corse, une référence à droite. Camille de Rocazère est aujourd'hui l'invité de ce nouveau numéro de Contraste. Camille de Rocazère, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau et merci d'avoir accepté cette invitation. Vous serez interrogé par Patrick Vinciguer de RCFM. Bonsoir Patrick. Et Dominique Moret de VHT. Bonsoir à vous, Dominique. Alors les questions que nous avons à vous poser sont nombreuses sur le présent, sur l'avenir de votre famille politique. Mais avant cela, un mot sur votre situation personnelle. On vous voit de temps en temps à l'Assemblée de Corse quand même. Le reste du temps, qu'est-ce que vous devenez, Camille de Rocazère, vous qui n'êtes plus député maintenant? Écoutez, je m'occupe d'abord, j'ai une vie familiale, des enfants, je m'occupe de mes enfants, j'essaie de les voir le plus souvent, ils font des études supérieures. Je m'investis aussi dans ce que je n'ai pas pu faire depuis des décennies sur, je dirais, la gestion de mon patrimoine foncier, essentiellement, voilà, de faire en sorte que les terres ne soient pas un culte, que, je dirais, on ne stérilise pas l'espace et qu'on puisse développer, voilà, au bénéfice des générations futures. Et puis j'écoute beaucoup, je m'instruis aussi, je prends du temps pour parler avec les uns les autres. Je suis l'actualité politique beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Je suis encore investi parce que j'aime la Corse, j'aime ma région. Vous êtes toujours acteur ou spectateur simplement? Je suis aussi acteur, je suis aussi acteur. Mais si vous voulez... Moi, souvent présent à l'Assemblée de Corse quand même. Il y a des sessions entières où on ne vous voit pas, par exemple. Pas des sessions entières. Des parties de session, on ne me voit pas. Je trouve qu'il y a beaucoup de bavardage et peu d'action. Je le dis très, très sincèrement. Déjà avant, il y avait parfois beaucoup de bavardage, mais un peu plus d'action utile. Mais, si vous voulez, c'est normal qu'après une défaite électorale, on prenne du recul. Bon, par contre, j'ai encore autour de moi des hommes et des femmes qui me disent reste dans la politique, on a besoin de toi, on a besoin de ta réflexion. Mais moi aussi, j'ai besoin, pour réfléchir, de parler, d'écouter ce que dit la presse, de suivre le débat politique, qu'il soit au niveau de la Corse ou au niveau national. Je ne suis pas quelqu'un qui est, je dirais, qui désespère de la chose publique, et je ne suis pas quelqu'un qui n'est pas engagé. Je suis par nature engagé et j'aime me mettre au service des autres. Vous faites toujours partie du mouvement Les Républicains? Alors, je le suis de cœur, je ne le suis pas en carte en ce moment. Mais j'ai dit à Christian Jacob récemment, je l'ai vu à l'occasion des obsèques de Jacques Chirac, que j'allais reprendre ma carte. Je ne suis pas quelqu'un qui quitte sa famille politique, mais je m'étais mis un petit peu en retrait parce que je n'étais pas tellement d'accord avec ce qui se passait. Voilà. Alors, d'accord avec Laurent Wauquiez, quoi. Laurent Wauquiez était un ami, mais je trouvais que sa ligne ne me correspondait pas tout à fait. On dit souvent que le jour d'après est difficile pour un homme politique. Ça a été votre cas pour vous aussi? Écoutez, vous savez, je suis quelqu'un j'ai une forme de sérénité en moi et j'ai du sang-froid. J'ai su aborder cette période qui n'était pas, d'ailleurs vous-même, vous m'aviez dit qu'en principe je devais sortir victorieux de cette élection. Tout le monde le pensait. Je m'étais convaincu que c'était possible, et puis il y a eu cette période de dégagisme qui a fait qu'en Corse, il y a eu un tournant de l'histoire. Il faut savoir l'accepter. Moi j'assume le suffrage universel, je suis un démocrate, mais en même temps, ça n'est pas parce que vous avez perdu une élection que vous devez vous retirer systématiquement. J'ai ça dans le sang, j'aime me mettre au service des autres et je peux apporter
aux uns aux autres, notamment à la jeune génération, je dirais, une expérience. Et c'est pour ça aussi que je suis un peu en retrait à l'Assemblée de Corse, parce que je pense qu'il faut que ceux qui viennent d'arriver, qui font leur premier mandat, on leur laisse la possibilité de s'investir et non pas de prendre la parole à leur place. Par contre, nous discutons entre nous et en général, nous parlons d'une seule voix. Il n'y a pas de dissonance entre nous. Alors, au-delà de votre cas personnel, il y a la situation de votre famille politique. Alors, nous allons, avant d'en parler assez longuement, regarder le sujet de Dominique Moret. Le communiste Dominique Boucchini, président de l'Assemblée de Corse. En mars 2010, la droite entame une traversée du désert. À l'époque, la tentation de s'unir aux nationalistes fait long feu. Est-ce qu'il n'est pas trop tôt? Est-ce que nos électorats sont prêts? Je le pensais, je le pense toujours. Certains, dans les deux groupes, n'étaient pas d'accord. 2010, 2015, 2017, au territorial, les libéraux plafonnent à 40 000 voix, souvent moins de 30% des suffrages exprimés. Un temps, Laurent Marcangeli a semblé vouloir redresser la barre. Les législatives de 2012 préfigurent la reconquête de la ville d'Ajaccio 2 ans plus tard. Mais les divisions ressurgissent. En 2015, les conseillers départementaux de Corse du Sud se déchirent entre partisans de Marcel Francisci d'un côté et proches de Jean-Jacques Panunzi de l'autre. Faute de majorité, le doyen Pierre-Jean Luciani est fait président. Je suis extrêmement déçu parce que aujourd'hui c'est aujourd'hui, mais malheureusement il y aura des lendemains. Malheureusement, non pas qu'on le veuille, c'est que naturellement ça va être ainsi. Les clivages s'accentuent lors des primaires de 2016. À Ajaccio, malgré l'attachement à Nicolas Sarkozy de l'électorat de droite, Laurent Marcangeli soutient Alain Juppé. Mais le maire de Bordeaux, qui a alors la faveur des pronostics, perd au profit de l'outsider François Fillon. À l'époque, l'espoir est au plus haut. L'alternance droite-gauche est perçue comme une coutume de la Ve République. Rattrapée par les affaires, la campagne du vainqueur de la primaire s'enlise, malgré l'enthousiasme militant. On me demande souvent comment est-ce que vous tenez. Eh bien, je tiens grâce à vous, grâce à votre mobilisation, grâce à votre présence. Les législatives confirment la défaite des présidentielles. Dans la seconde circonscription de la Corse du Sud, un nouveau venu, le nationaliste Paul-André Colombani, met fin à la dynastie des Roccaser. Divisée, peu renouvelée dans les hommes et dans les idées, la droite s'étiole. À l'Assemblée de Corse, les deux groupes pèsent peu dans les débats et les lignes politiques sont brouillées. Jean-Martin Mondologne a troqué le discours régionaliste contre le soutien du parti Les Républicains au municipal de Bastia, au détriment de Stéphanie Grimaldi. À Ajaccio, Laurent Marcangeli a adopté la stratégie inverse. Le seul homme de droite à avoir remporté des victoires a quitté LR pour se rapprocher d'Édouard Philippe. La clé de la réussite serait-elle en dehors du parti ? Alors Camille de Roccaser, 2017, c'est le moment de rupture pour la droite. Alors on n'avait plus le pouvoir au plan national depuis 5 ans, 7 ans en Corse. Mais 2017, c'est vraiment la fracture, quoi. Et depuis, vous n'en êtes pas encore remis. Non, je pense que les divisions ont commencé avant, mais je voudrais revenir sur un point. On parle de dynastie, la fin de la dynastie de Roccaser. C'est pas une dynastie. Bon, on verra avec l'historien tout à l'heure. Et la fin, personne ne le sait aujourd'hui. Voilà. Je vais peut-être lui dire l'interruption, peut-être momentanée. C'est une interruption, je le concède. Voilà. Oui, sur l'état de la droite. La rupture 2017, pas présente au deuxième tour de la présidentielle, et ici absente du pouvoir depuis 2010. Hein. Oui, mais vous savez, si on refait l'histoire de 2017, je pense qu'un jour on pourra la refaire, cette histoire, que les historiens s'y pencheront et que peut-être ce qui va être dit devant la justice va permettre de découvrir peut-être des choses. Mais restons prudents. Oui, c'est un choc considérable puisque la droite s'est retrouvée très affaiblie. En Corse, elle a été affaiblie par d'autres divisions précédemment. Et, si vous voulez, aujourd'hui, on est à un moment, il faut comprendre qu'en Corse, la droite a exercé les fonctions les plus importantes de 84 à 2010. Bon. Il y avait déjà, depuis quelques années, après 92, il y avait déjà un premier schisme. Et puis ensuite, il y avait de plus en plus, on le voyait, la gauche, les radicaux et la gauche en général, avaient conquis plusieurs villes, plusieurs cantons. Et donc, il y avait quand même une faiblesse de notre côté. Bon, le pouvoir use, l'action use. Et à un moment donné, il faut savoir se ressourcer, se réformer. Il y a eu, après les divisions qu'on a connues, notamment au Conseil général de la Corse du Sud, tout cela a des conséquences. C'est pas par hasard si nous nous retrouvons en 2017
avec une élection territoriale, et j'écoutais l'autre jour Jean-Guy Talamante qui disait les Corses ont voté à 56% pour nous. Non, la partie des Corses qui ont voté. Or, si on a le plus faible taux de participation en 2017, c'est pas par hasard. Lorsque les gens ne se déplacent pas pour voter, ça veut dire qu'ils ne veulent pas voter contre vous, mais la gauche était absente en 2017. La gauche est absente. Elle est toujours absente. Elle est toujours absente. Et la gauche aussi vit le même traumatisme que la droite, avec encore plus d'effets sur la gauche que sur la droite, au niveau national et au niveau local. Oui, mais au niveau national, par exemple, il y a quand même plus de perspectives pour la gauche quand on voit la politique de Macron, parce que, et ça vous pose plus de problèmes à vous, parce que finalement, la politique que mène Macron, vous auriez pu la faire vôtre. Non. Pour partie, je dirais, non, il ne faut pas tout confondre. Mais Macron a son originalité. Le côté ni de droite ni de gauche l'oblige de temps en temps à avoir un virage à droite sur certains points et puis après un virage à sur d'autres pour équilibrer. Bon, ce jeu d'équilibrisme, je ne sais pas ce qui va durer longtemps. Vous n'avez jamais été tenté par le macronisme ? Beaucoup de vos amis l'ont été. Hein. Non, vous savez, je suis un gaulliste. Philippe est issu de vos rangs. Hein. Oui, mais il y en a plein. Et bien d'autres. Mais je ne suis pas un adversaire absolu, je ne suis pas, je dirais, quelqu'un qui s'oppose par principe. J'observe, je vois. Il y a deux points sur lesquels je suis assez en désaccord, c'est que aujourd'hui, je pensais qu'un jeune président comme lui aurait pu faire l'effort de restructurer l'État et de faire les économies nécessaires sur la dépense pour pouvoir diminuer, je dirais, la part de fiscalité. Il y a eu la crise des Gilets jaunes, il a peut-être tenté, mais bon... Il a créé les Gilets jaunes. Donc, si c'est ça le résultat de créer les Gilets jaunes, je dirais que pour moi, c'est... Oui, mais il n'y a pas que ça. Non, mais c'est... Il y a aussi un certain nombre de réformes M. Moret que vous auriez pu... Il a créé les Gilets jaunes. J'ai pas dit il y a eu la crise des Gilets jaunes. Il y a eu la crise des Gilets jaunes, oui, mais la crise des Gilets jaunes est quelque chose qui est l'aboutissement d'une situation qui perdure. Elle n'est pas liée... Il a aussi énormément changé sur ce point, le président de la République, puisqu'il dit qu'aujourd'hui, le critère des 3% est un critère du siècle dernier complètement dépassé. Donc, en quelque sorte, il s'en est affranchi et il a l'intention de s'en affranchir encore plus. Hein. Oui, mais enfin, moi, je pense qu'il faut de la cohérence et de la constance. Bon, aujourd'hui... Mais vous restez toujours dans ce schéma-là, les 3%. Non, c'est peut-être là la raison de votre échec. Mais c'est pas la question des 3%. De la droite, là, je parle. Les 3%, d'ailleurs... Les Français aujourd'hui ne sont pas attachés. L'Europe, par contre, y est attachée. Et l'image de la France en Europe, lorsqu'on veut convaincre ses partenaires de quelque chose, il vaut mieux être dans le respect de la règle européenne. Sinon, ça veut dire que tout le monde peut changer sa règle à tout moment. Mais vous pensez que si François Fillon avait été élu, il aurait supprimé, comme il avait annoncé, 500 000 fonctionnaires ? Alors, vous pensez que la société aujourd'hui aurait pu le supporter ? Mais la question, c'est vous ne supprimez pas 500 000 personnes. Vous transférez, je dirais, des emplois publics sur d'autres types d'emplois, que ce soit aux collectivités, et c'est là où nous sommes peut-être en accord sur une vision régionaliste de l'organisation de la France, avec une autonomie régionale plus forte que le jacobinisme aujourd'hui. C'est un jacobin pour vous, Macron, clairement. Ben, il avait prétendu être un Girondin, il est beaucoup plus jacobin, et lorsque je vois aujourd'hui, je me sens plus proche de Xavier Bertrand ou de François Baroin ou de Valérie Pécresse, qui revendiquent une organisation différente, de vrais pouvoirs, donc, avec de vrais moyens financiers. Hormis François Baroin qui ont quitté les Républicains. Pardon ? Des gens, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, qui ont quitté les Républicains. Je ne pense pas qu'ils aient quitté vraiment les Républicains. Vous avez parlé tout à l'heure vous avez une organisation partisane. Vous avez aujourd'hui une organisation partisane, mais vous avez en même temps des valeurs communes. Nous avons des valeurs communes, nous avons un idéal commun. Le gaullisme, c'était pas uniquement être membre d'un parti, c'était pas être en carte, le gaullisme. Le gaullisme, c'est autre chose. Je me revendique de ce gaullisme, que toute politique doit être au service de l'homme. Et aujourd'hui, on le voit... J'ai fait des rapports moi-même, lorsque j'étais membre de la Commission des finances, sur l'organisation de l'État. Aujourd'hui, l'État ne peut pas faire tous les métiers, avoir toutes les compétences. L'État doit revenir sur son domaine régalien. Il ne peut plus mettre assez d'argent sur la justice, mais assez d'argent sur la sécurité à travers police, gendarmerie et la défense nationale. Donc, est-ce qu'il doit continuer à faire tout ? Est-ce qu'il ne peut pas, au contraire, transférer une partie de ses compétences, qui ne sont pas du domaine régalien, à des collectivités territoriales, et en même temps, dans certains secteurs, au privé ?
l'État qui était actionnaire de toute l'économie de la France après l'après-guerre, aujourd'hui, ça ne peut plus être le cas. On le voit, il y a une transformation qui doit se faire, et à travers cette transformation, il y aura des économies. Il y aura des économies au niveau fiscal, pour l'impôt des ménages. C'est ça l'important. Or, si vous ne réduisez pas la dette et la dépense, vous ne pouvez pas réduire la fiscalité. Tout le problème est là. Alors, on revient à la Corse, vous êtes opposant à la majorité territoriale, mais si on prend vos propositions, ce sont quand même les mêmes qu'il y a 10 ans, au moment où vous avez été battu. On a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution dans votre discours. Alors, est-ce que c'est pas ça aussi? Sur quoi? Par exemple, sur le PADUC, sur la conception que vous avez, tourisme, construction. On n'entend pas un discours très différent. Sur les déchets, on en revient au problème de l'incinérateur qui a été rejeté. On a l'impression que le logiciel n'a pas beaucoup changé. Ben moi, je vois aussi que dans le logiciel de ceux qui sont en ce moment en responsabilité, il n'y a rien qui bouge. Sur les déchets, il y a quoi? On va arriver à une saturation comme jamais aucun territoire ne l'a connu, sauf peut-être à Naples ou en Sicile, enfin surtout à Naples, et à Marseille sur quelques périodes. Mais c'est affolant. Je dirais, on devient totalement schizophrène dans cette histoire. Vous dites, on n'a rien changé. Mais moi, je ne me revendiquais pas, vous le savez très bien, du PADUC avorté que nous avions présenté, enfin que la majorité à laquelle je participais, puisque je n'avais pas travaillé sur ce PADUC. Je n'étais pas d'accord sur certains points, mais je suis encore moins d'accord sur le PADUC actuel. Pourquoi? Celui qui a été voté en 2015 par la majorité mais de on voit ses limites, et vous verrez le nombre de contentieux qu'il va générer. Pourquoi? Il est trop compliqué. Que dit la loi? La loi dit la Corse a les moyens, à travers le PADUC, de pouvoir préciser les modalités d'application des lois littorales et montagne en Corse. On a fait tout le contraire, on a complexifié au possible. La loi littorale était une loi simple, qui n'a pas eu de décret d'application. Sur la critique, mais sur les propositions nouvelles, qu'est-ce que vous donnez comme élément nouveau? C'est de revenir à l'essentiel. On ne peut pas figer sur 20 ou 30 ans en disant oui, mais on révisera dans 5 ans. Aujourd'hui, est-ce que pour l'agriculture... C'est ce que vous avez fait en 2007, petite parenthèse, sur les déchets, puisque vous étiez en responsabilité et le choix de l'incinérateur avait été entériné, et puis finalement vous avez reculé là encore. Enfin, quasiment. Face à une levée du bouclier de l'opinion, évidemment. Ce qui se passe en 2007... Mais le courage politique, c'est aussi de... Ce qui se passe en 2007, d'abord, nous avons créé un outil qui s'appelait le CIVADEC pour réfléchir au traitement qui serait possible en Corse. Bon. À ce moment-là, effectivement, nous avons privilégié l'incinérateur. Nous avons été battus. À partir du moment où on a été battus, qu'est-ce qu'on a eu? Vous avez été battu en 2010, mais le choix a été fait en 2007. Non, nous n'avions pas de majorité. 2008. Non, vous oubliez une chose. Il n'y avait pas de majorité. Il y avait une majorité relative, c'est vrai. Plus que relative, mais lorsque vous avez la gauche et nationaliste qui se rassemblent pour voter contre les propositions qui étaient les nôtres... Vous êtes toujours pour l'incinérateur aujourd'hui? Non, nous sommes pour la valorisation thermique. Nous sommes en tout cas opposés à ce qui se fait aujourd'hui, qui est totalement désuet, qui est contraire d'ailleurs à tous les principes si on est écologiste. J'avais dit un jour, dans 3 siècles ou 4 siècles, ceux qui feront de l'archéologie trouveront comment nous sommes nourris, parce qu'on va retrouver les balles ou même... Ce qui veut dire que vous êtes également hostile à Vigiane, le 2 et à Giuncaj au centre d'enfouissement. Mais Vigiane, les 2 et Giuncaj n'existent que par défaut, parce que la force publique... Mais est-ce que par défaut, vous y seriez favorable aujourd'hui? La collectivité n'a pas su apporter des réponses. Il y a 3 ans, nous avons critiqué le plan qui était proposé. 60% de tri en 2021. C'est irréaliste. C'est totalement irréaliste. Donc, on a une situation aujourd'hui qui est ubuesque, qui est dramatique. Je comprends que la préfète soit obligée de dire, pour des raisons de salubrité, moi je demande l'ouverture. Voilà, c'est la force publique s'impose à un moment donné. Mais ça veut dire c'est notre échec. C'est l'échec de la collectivité. Et vous reprenez 2007, mais nous sommes en 2019, bientôt en 2020. Qu'ont-ils fait ceux qui sont en responsabilité depuis avant la gauche? Et vous convenez qu'il n'y a pas de solution immédiate? Mais la solution, c'est le tri, le surtri. Alors, la majorité actuelle nous a proposé 2 unités de surtri. Il y a 3 ans. Elles sont où? Nulle part. Bon. Comment vous expliquez Et après, ça? on va s'étonner que le privé
prennent la main et disent mais moi j'ai des propositions. Mais comment vous l'expliquez qu'on n'arrive pas à trouver les endroits? Il n'y a pas que l'opposition des parce populations, il y a des endroits qui sont complètement déserts. Parce que vous êtes sur une réponse de l'enfouissement qui est la mauvaise réponse. Elle est contraire à, je dirais, à la réglementation européenne. C'est quelque chose qui était d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, on ne peut pas reproduire la même chose. Et lorsqu'on parle de l'incinération ou de toute valorisation thermique, vous avez aujourd'hui des outils qui sont mieux calibrés pour des petites tailles, qui ne polluent pas du tout, qui sont compatibles même dans l'urbain. Jean-Martin Mandelagne, il proposait de faire un référendum, de poser la question aux Corses, si avec trois options, dont l'unité de... Vous pensez bien que je suis d'accord. Vous pensez que les Corses aujourd'hui sont prêts, qu'ils ont rejeté il y a nous disons 12 dans ans le de ça. référendum, puisque la majorité actuelle n'est pas capable de trancher, puisque par idéologie, par dogmatisme, ils sont bornés sur ce que nous avons dit, qu'on n'est pas capable de le faire, on le maintient quand même. Bon, moi, si je ne suis pas capable de faire ce que j'ai dit, eh ben je corrige mon logiciel. Bon, ils ne veulent pas le corriger, ce logiciel. À ce moment-là, nous disons, mais demandons au peuple, puisque en démocratie, si on s'est trompé, il n'y a que le peuple souverain qui peut trancher. Et on dit, trancher entre trois choses. L'enfouissement, la valorisation énergétique, thermique, sous une forme sous une autre. Mais de chercher le produit qui sera le plus adapté. Et savoir qui est-ce qui va payer tout ça, parce que la recherche. pour l'instant... Un scientifique ne s'interdit jamais de chercher. Voilà. Et sinon, il y a l'export. Mais on sait l'export, les problèmes que ça posera. Alors, je voudrais revenir sur le débat politique. J'aimerais revenir sur propos que vous avez tenus en session lors de l'hommage à Edmond Siméon. Vos propos allaient plus loin que les habituelles déclarations de circonstances. Vous aviez dit regretter ne pas avoir saisi la main que vous avez tendue à Edmond Siméon en 2004, lorsque les élus nationalistes avaient voté pour vous à la présidence de l'Assemblée. Vous aviez refusé les votes à ce moment-là. Et vous avez ajouté qu'il fallait du temps pour construire des rapprochements. Alors, le temps a passé depuis. Est-ce que l'heure... que vous évoquez, elle se rapproche? Je n'ai pas dit que je regrettais exactement. Ce qui s'est passé le jour de mon élection, c'est que je suis élu par des voix au premier tour dans un débat qui n'a pas eu lieu. Je ne peux pas, j'avais dit, je ne serai pas l'usurpateur. Il y a le discours d'Edmond Siméon, dont tout le monde se souvient, ce discours de la main tendue. Mais le discours de la main tendue, tendre la main, c'est très bien. Mais accepter une main tendue sans qu'il y ait eu un débat de fond avant et transparent dans la clarté face à l'électorat qui vient de voter. Or, l'électorat n'a pas voté pour la même chose. Et je dis, je ne pouvais pas tromper cet électorat. Bon, ça c'est à l'époque. Mais aujourd'hui, avec le recul... Vous avez fait une union avec la gauche, une union du moins... Il y avait, en 2004, Émile Sougarine ne s'est jamais opposé à vous, son groupe ne s'est jamais opposé à vous. Donc quelque part, est-ce que là, on était dans la transparence? S'il y avait une union avec la gauche, il y aurait eu un PADUC, il y aurait eu l'incinérateur. Il y a eu une union au début, en 92. Ah, en 92. Il y a eu en tout cas un accord au début. Avec une partie de la gauche. Une partie de la gauche. Partie de la gauche. Bien sûr, ça avec tout le monde, c'est impossible, oui, on le sait, mais bon. Oui, non, mais d'accord, mais cette union n'a pas... je dirais la différence qu'il y avait de vision de la Corse entre Nicolas Alphonse à l'époque, Paul Jacob, même Paul Jacob à l'époque et mon père, était très limitée. Mais aujourd'hui, avec le recul, après ce discours que non, vous avez fait... Non, c'est pas avec le recul. Le recul après ce discours. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous oppose? On n'entend plus pareil de critiques sur l'indépendance, c'est plus dans le débat, Camille de Rocazère. Mais écoutez, moi, lorsque... Vous pensez qu'on a fait un pas vers l'indépendance depuis 2015? Non, on a fait un pas plutôt dans le mur dans beaucoup de sujets, ou d'aller nulle part, parce que le dialogue n'existe plus entre le gouvernement et la collectivité, entre ceux qui sont en responsabilité, parce que la méthode est très mauvaise, parce que lorsqu'on veut encore réclamer sans arrêt des réformes institutionnelles, le statut de résident, la co-officialité, lorsqu'on sait que tout cela, ce débat aurait dû être clos en 2014, or ce débat est permanent. Et je vois en face de nous un gouvernement qui se dit, mais attendez, tant qu'on vient de discuter de ça, bon, il n'y a pas de solution. Est-ce que la méthode Macron est la bonne de venir pour non, je dirais, la commémoration? Est-ce que la méthode de l'exécutif est la bonne? Non, elle n'est pas bonne. Et en face, on a effectivement, il n'y a pas de réponse. Il y a des visites, d'ailleurs, je ne comprends pas d'ailleurs que certains continuent à participer à toutes ces visites, qui ne peuvent rien construire, parce que l'exécutif qui porte la politique de la Corse aujourd'hui, il est prisonnier de forces externes. Lorsqu'on voit comment certains s'invitent à certaines réunions pour dire à des élus intimés, on le voit, tous ceux qui ont participé à des luttes anciennes veulent encore exprimer
Lutte clandestine, vous parlez de lutte clandestine. Les luttes clandestines qu'il y a eu. Vous parlez de Corsica Libre avec, on va dire, une reprise en main de Charles Pierre et de certains avec d'autres militants. personnes qui viennent dire, voilà, vous devez faire ça. Or, ils ne sont pas élus. Bon, moi, ce que j'attends, c'est que... Vous pensez que ce sont ces gens-là qui dictent la conduite à Gilles Siméon ou c'est juste peut-être un spectre agité dans l'opinion? Vous êtes des journalistes, vous voyez très bien l'expression publique de certaines personnes qui intiment clairement, que ce soit sur Bastia, l'organisation d'une union, ou ailleurs sur d'autres projets. Moi, ce que je souhaite, c'est que ceux qui sont sortis des urnes, les élus du peuple, soient respectés et puissent conduire des politiques sans aucune pression. Tout comme tout citoyen en Corse doit pouvoir vivre de son travail, pouvoir transmettre à ses enfants, pouvoir participer à construire sa vie familiale sans avoir de pression, que ce soit sur l'économie, sur la politique. Donc clairement, l'heure du rapprochement n'est pas venue. Non, je ne dis pas ça. Ne confondez pas. Je souhaite que Gilles Siméon, qui aujourd'hui est en responsabilité, avec la légitimité de sa fonction, puisse exercer pleinement sa fonction et qu'il prenne toute cette autorité. Et lorsque je vois que aujourd'hui, celui qui est le leader, qui doit être incontestablement le leader, est parfois un peu prisonnier de sa propre majorité, qui devient de plus en plus, non pas dans l'unicité, mais dans l'hétéroclicité, et aujourd'hui on voit les divisions qui émergent, c'est pas bon pour la Corse. À un moment donné, c'est à Gilles Siméon de prendre ses responsabilités. Vous parlez de la main tendue. Pour la Corse, nous sommes prêts à tendre la main avec tous ceux qui peuvent participer, je dirais, en même temps, d'une vision de la Corse dans la République. Moi, je ne peux pas accepter que le drapeau tricolore soit bafoué. Je ne peux pas reconnaître ceux qui, devant un monument aux morts du 11 novembre, alors que 11 000 et quelques, 12 000 Corses sont morts pour la France, et c'est marqué mort pour la France, mettent un ruban blanc. Voilà, je ne comprends pas que ce soit l'intérêt de la Corse. Je ne comprends pas qu'on soit même plus dans la co-officialité, mais dans l'officialisation parfois sur certains documents. Cette République, on en a besoin. On en a besoin dans, je dirais, le soutien à la solidarité. Mais et on en a besoin aussi comment vous appréciez... dans le souci de justice. D'accord, mais comment vous appréciez la politique que mène Macron en Corse? Parce que, parlons des dossiers, ne parlons pas des problèmes sur la langue ou sur les prisonniers ou choses comme ça. Le plan de l'énergie, il a été changé, donc remise en cause de la parole de l'État. Les investissements divers et variés, des investissements importants, serait-ce que celui de la prison, qu'avait engagé le précédent gouvernement, s'est abandonné. Oui. On a l'impression que l'État, ici, se désengage de ce point de vue. C'est votre impression aussi? Je ne suis pas le représentant du gouvernement. Non, mais comment vous jugez ça? Mais selon vous, le blocage actuel vient du seul fait de la majorité territoriale. C'est un rapport entre deux. Vous savez... c'était justement, vous nous avez parlé d'un nationaliste, parlez-nous de côté un ancien État préfet présent. Corse, Quelles sont les responsabilités de l'État dans la situation actuelle? Il disait encore souvent, le dialogue, ce sont des monologues alternés. Eh bien, en ce moment, nous sommes sur des monologues alternés. Voilà. Nous avons donc, vous voulez renvoyer dos à dos? Oui, je pense que le gouvernement... Il y a un effort à faire de la part du gouvernement. Et j'aimerais m'en expliquer avec Édouard Philippe, principalement. J'ai demandé d'ailleurs, il m'avait dit il faudra qu'on se voie. Pour expliquer que dans ce rapport où les nationalistes ont culturellement le besoin d'être en opposition pour satisfaire en même temps les militants qui restent ou pour reproduire du militant. L'État, c'est un rapport de force avec l'État. Si l'État veut changer la donne en Corse, il faut que lui-même ait l'intelligence de sortir de ce rapport de force et d'être force de proposition dans certains domaines. Tout ce qui n'est pas compatible, non pas avec la Constitution, mais avec le socle de la République française. Tout ce qui est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et citoyens, ça ne sera pas changé. Donc vous pouvez changer la Constitution comme vous voulez, mais ça sera par rapport à ça, ce qui est écrit, ce qui est dans le marbre. Donc ça veut dire que plein de choses qui sont revendiquées par les nationalistes n'arriveront jamais. Sauf pour ceux qui veulent l'indépendance. Mais il faudra en même temps sortir de l'Europe. Ça pourrait être quoi, par exemple? Vous êtes beaucoup attaché à l'économie, ça pourrait être quoi? Oui, c'est dans le domaine de l'économie. Par exemple, on a un retard énorme en matière d'infrastructure. Nous avons des responsabilités historiques nous-mêmes. L'État a des responsabilités historiques aussi. Je me souviens, puisqu'on parlait d'Edmond Siméon, que lors d'un débat sur l'introuvable économie de la Corse, organisé à Ajaccio par la Chambre de commerce,
et qui était, je dirais, organisé aussi par Marseille, Jacques Marseille qui était l'économiste, il avait fait un discours extraordinaire qu'on avait applaudi, que j'avais applaudi le premier, debout. C'était sur... nous avons une responsabilité sur l'échec de la Corse. Nous, Corse, voilà. Tant qu'on n'acceptera pas ça, d'avoir une responsabilité et de se dire... On n'a pas fait ça, on aurait pu le faire. Et aujourd'hui, lorsque j'entends dire que parce qu'il y a eu 40 ans de lutte, on a avancé, je dis les 40 années de lutte ont au contraire retardé le développement de la Corse et les rapports entre l'État et la Corse. Je crois aujourd'hui qu'il faut renouer ce dialogue et j'attends de la République, j'attends du gouvernement actuel et je serai son premier soutien s'il allait dans ce sens, c'est-à-dire parler de l'économie de la Corse, parler d'infrastructures. Par exemple, l'axe Bastia-Bonifacio, c'est un axe fondamental pour le développement de la Corse. Eh bien, mettons les moyens, trouvons un plan spécifique. J'ai proposé que la CADEC puisse lever de l'épargne. Et tenir ses engagements, notamment sur l'énergie. Et de tenir ses engagements sur l'énergie, c'est certain, et de tenir ses engagements aussi pour faire en sorte qu'en Corse, la justice passe partout, que lorsque... Justement. Voilà, c'est important. Plutôt que d'avoir la justice médiatique ou la justice du café du commerce, lorsque certains jettent des noms en pâture, voilà, des attaques ad hominem on va parler contre de des ça. élus de la Corse, contre Valérie Boz ou contre Paul Jacob. C'est scandaleux de jeter en pâture comme ça. Les attaques ad hominem, lorsqu'il n'y a pas de réalité, on jette ça. C'est une forme de violence aussi. Il y a plein de formes de violence. Et encore, on sait les risques qu'il y a ensuite, les conséquences que ça peut entraîner. Moi, je veux la justice. Vous introduisez le débat, Camille de Rocazère, justement sur un problème qui est prégnant aujourd'hui. C'est celui de la dérive mafieuse. Alors, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas, la dérive criminelle qui existe en Corse avec une ampleur qu'on n'a jamais connue à ce jour. La société civile a commencé à réagir. On a vu la création de collectifs. L'Assemblée de Corse va se saisir du problème pour un débat après les élections municipales. Alors, on va en parler, mais d'abord, on écoute la question que vous pose Pierre Cambini avant d'aborder ce thème. Bonsoir, Monsieur de Rocazère. Voilà, vous avez été aux responsabilités politiques pendant plusieurs années. D'autres sensibilités politiques vous ont suivi. Et malgré tout, aujourd'hui, moi-même et puis d'autres, je pense, faisons un mauvais constat. Un constat qui n'est pas très enthousiasmant, une pauvreté qui a augmenté, un développement économique, social et culturel qui aujourd'hui est dans une situation de blocage et par conséquent, force est de constater qu'une emprise mafieuse s'est largement développée. Voilà, simplement, moi je fais partie du monde de la culture et je suis intimement convaincu qu'en actionnant des leviers de la culture de manière importante et réfléchie, on peut en tout cas non pas endiguer le crime, mais en tout cas faire régresser la culture mafieuse. Donc ma première question, c'est, vous, comme politique, est-ce que vous êtes d'accord déjà avec cette vision d'investir la culture, chose qui malheureusement n'a pas été faite jusqu'à aujourd'hui, et on peut constater aussi que la culture est absente de tous les débats politiques. Et la seconde question, c'est si demain vous êtes encore aux commandes, je dirais, de la collectivité de Corse, quelles seraient les actions que vous mèneriez pour lutter contre cette emprise mafieuse? Alors votre réponse, Camille de Rocazère, quelle action peut mener un élu corse face à cette dérive? La culture, c'est essentiel. Bon, il n'y a pas de société, de civilisation sans culture. Tout comme l'éducation, tout comme la formation professionnelle, sont des choses essentielles. Lorsqu'on donne à quelqu'un, je dirais, on lui donne cette matière, on lui donne la possibilité de s'élever. Voilà, de s'élever par l'esprit et non pas de s'élever par le rapport de force et la violence. Que faire contre les dérives mafieuses? Bon, la Corse est une petite société fragile, 330 000 habitants, avec des liens familiaux. Quelqu'un m'avait dit un jour, c'était d'ailleurs un nationaliste, Xavier Luciani, la Corse souffre de deux maux, il a raison, la jalousie et la complaisance. La complaisance permet à beaucoup de gagner du terrain. Ce qui existe aujourd'hui, on le voit, on sent qu'il y a une pression en Corse sur l'économie, sur le politique, sur d'autres choses. Moi, j'aime la liberté, voilà. J'aime pas les entraves, voilà.
je me revendiquerai, je me reconnaîtrais dans Pascal Obal en tant que concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ce phénomène? Est-ce qu'il faut des lois spécifiques? Est-ce qu'il faut une action beaucoup plus soutenue de la part de l'État? Dans notre République, si on aime la République française telle qu'elle est, même à situation exceptionnelle, il n'y a pas besoin de pouvoir exorbitant du droit commun, du droit actuel. Il suffit simplement de l'appliquer. Mais c'est à toute la société. Ça commence à l'école, ça commence dans la famille, ça commence... C'est de rééduquer sur les valeurs essentielles de la Corse. Vous êtes dans les généralités, mais si vous arriviez ou si vous reveniez au pouvoir, comme vous avez posé la question de Pierre Gambine, que feriez-vous que de faire, par exemple, pas aujourd'hui, le pouvoir actuel? La première des choses aujourd'hui, parce que les dérives mafieuses, ou on peut donner le nom que vous voulez, enfin, la criminalité... Vous n'y croyez pas à la mafia. Pour vous, il n'y a pas de mafia encore, c'est ce que vous disiez dernièrement. Vous êtes en train de prendre la Sicile comme modèle, alors que... Mais peu importe, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas rentrer dans un débat sémantique. On va parler de criminalité. Peu importe la sémantique, il y a des morts et puis il y a du racket, il y a des morts, etc. Oui, il y a l'investissement de l'économie par des bandes mafieuses, alors, on le sait. Là déjà, c'est la rigueur absolue sur les marchés publics. Parce que les marchés publics... Si vous voulez, aujourd'hui, on est à 1,2 milliard d'euros budget de la collectivité de Corse. À l'époque où mon père était le président en 86, on était, je crois, à 600 millions de francs. Bon, ouais, passe du franc à l'euro. Vous voyez le multiplicateur. Vous avez des marchés... C'était multiplié par 10, par plus. Et vous avez des marchés à plus de 300 millions d'euros aujourd'hui. Bon, lorsqu'à l'époque, les plus grands marchés, c'était des marchés entre 50 et 100 millions de francs. Bon, donc on voit, et en même temps, la Corse, c'est captif, très vite captif. Bon, donc là-dessus, intransigeance sur les marchés publics. Intransigeance, transparence, rigueur. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, selon vous? Je l'espère, je ne sais pas, parce que si on voit certaines entreprises nouvelles qui se créent ou d'autres choses, moi ce que j'attends, c'est que l'État, là, on doit avoir un soutien de l'État. Allez jusqu'au bout de vos propos, si on voit... Qu'est-ce que vous sous-entendez? J'attends de l'État, aujourd'hui, je ne suis pas du café du commerce. Non, mais vous avez commencé une phrase. Je dis, nous devons être vigilants sur tout. Avant, on me dit aujourd'hui qu'il y a des entreprises qui naissent comme ça. Bon, en gros, ce que vous dites, c'est comme qu'il y a un marché, il y a une entreprise qui naît, qui est proche du pouvoir et qui est là pour ça. Je ne sais pas si c'est proche du pouvoir. Écoutez, je n'aime pas... C'est un peu le sous-entendu, il n'y a pas d'accusation sans preuve. Il y a simplement aujourd'hui un malaise, un vrai malaise. Mais pourquoi il n'y a pas d'enquête là-dessus? Pourquoi on ne trouve jamais rien? Je crois qu'il y a une enquête au pénal sur un certain marché. Sur la fibre optique. C'est peanuts à côté de ce qu'on voit dans l'immobilier, les grands projets, tout ce qui sort, les assassinats, et là, il n'y a rien. Mais écoutez, je ne me satisfais pas de cette situation. J'ai toujours condamné la violence et toutes ses formes, et pas des formes spécifiques lorsque c'est un ami. Je condamne toute dérive possible parce que ce que je veux comme liberté, comme société pour la Corse, c'est que l'honnête citoyen puisse travailler, vivre de son travail. On est d'accord là-dessus, mais est-ce que vous trouvez que l'État fait son travail aujourd'hui en la matière? Je pense que l'État ne fait pas assez bien son travail. Je l'ai souvent dit, je veux mieux de République, plus de République dans ce domaine et mieux de République dans ce domaine. Ça veut dire que l'État doit être, je dirais, dans le contrôle des marchés publics, dans le contrôle de la légalité des actes, je dirais, intransigeant. Voilà. Et nous pouvons nous-mêmes être parfois victimes. J'ai dit, il y a pu avoir victime de la complaisance, victime de certaines choses. Nous devons être nous-mêmes vigilants sur nous-mêmes pour ne pas... que vous êtes arrivé de voir des projets qui vous semblaient un petit peu... Jamais? Jamais. J'étais maire de Porto Vecchio jusqu'en fin 2004. Je n'ai jamais eu à ce moment-là. Si vous voulez, d'ailleurs, la différence... Vous n'avez jamais été victime de pression en tant que maire de Porto Vecchio avec les enjeux. Je peux... Tous les PU de Porto Vecchio, ni mon père, ni moi-même, ni mon père, ni moi-même. Non, il n'y avait pas de... Tous les responsables politiques qu'on interroge, tout le monde dit non, moi, je n'ai jamais été victime de pression. Je peux vous le dire. Mais peut-être parfois on anticipe ces pressions. Non ? Ça n'arrive pas qu'on anticipe ces pressions, qu'on est sur le terrain, non ? Pas du tout. Non, je n'ai jamais eu ce type de pression. Je suis à peu près certain que ça peut exister. Ouais. En tout cas, ça n'a pas été sur moi, et surtout à cette époque-là. Mon père non plus ne m'a jamais fait l'état de pression qui pouvait exister. Vous savez, lorsque vous êtes fort, lorsque vous avez le soutien populaire, c'est plus difficile d'exercer la pression si vous n'avez jamais été à un moment donné, je dirais, complaisant. Voilà. Alors,
Non, on arrête. On va passer à autre chose. On va passer à autre chose. On va parler des municipales et en particulier celle de Porto Vecchio. Mais d'abord, on va écouter le reportage de Lionel Lucian et ensuite on vous interrogera là-dessus. Je le redis, c'est Georges Mele lui-même qui, par mon entourage familial, puis politique et ensuite directement, m'a contacté pour que l'on puisse dialoguer et tenter de réaliser quelque chose. Après des semaines de tractations et de tergiversations, l'alliance jugée contre nature ne se fera pas. Jean-Christophe Angelini se présentera sans Georges Mele. Selon lui, c'est aussi l'actuel maire de Porto Vecchio qui aurait mis un terme à tout dialogue. Joint par nos soins, l'équipe municipale réfute cette version. Une rencontre appuyée par les socioprofessionnels de la région. Tous deux étaient d'ailleurs mobilisés lors de la période d'interdiction d'AOT pour soutenir les établissements du littoral. Une alliance cependant pas au goût de tout le monde. D'un côté comme de l'autre, des soutiens de poids s'y sont opposés, avec succès. Les adversaires d'hier, potentiellement les alliés de demain et inversement. Comme à Ajaccio et à Bastia, à Porto Vecchio, il ne reste plus grand-chose de la coalition PA Corsica. Femme ou désolidarisé du PNC de Corsica Libera soutient Don Mathieu Santini pour sa première candidature, une opposition à peine déguisée. Autre candidat à s'être déclaré, Jean-Michel Mosconi, ancré à droite. Après cette période de confusion, les esprits se décantent et le paysage politique porto-vecchien semble rentrer dans l'ordre. Alors, Camille de Rocazère, vous connaissez la question. Cette alliance avec Georges Mele, votre ami politique, et Jean-Christophe Angelini, vous en pensiez quoi? Elle était sur les rails quand même. Hein. Écoutez, c'est vous qui le dites. Bon, c'est ce que nous disent les gens. Je pense qu'un jour, vous poserez la question à Georges Mele. Bien sûr. Voilà. On lui a demandé, il n'a pas voulu répondre, attention. Je pense qu'il vous répondra. Il y a un moment, oui. Il a la sagesse de laisser un peu de temps, de la décantation. Je dirais que c'est pas parce que Jean-Christophe Angelini à 5 reprises en un mois affirme quelque chose que ça devient une vérité. Il n'a pas inventé des rencontres quand même. Ah non, je ne suis pas témoin de ces rencontres, mais je sais qu'elles ont eu lieu. Imaginez qu'elles ont eu lieu. Je sais qu'il y en a eu au moins 3. Ils ont sans doute discuté de politique pendant ces rencontres, non? Écoutez, Jean-Christophe Angelini a dit d'ailleurs dans une interview que c'était à ma demande qu'on s'était rencontrés en 2001. C'est faux. En 2001, nous sommes rencontrés à la demande de Marc Pape, qui à l'époque était à ses côtés et qui aujourd'hui apparemment ne l'est plus. Bon. Et nous nous sommes rencontrés chez un ami, un de mes amis, très proche. Voilà, je peux même donner son nom, Jean Val, et cette rencontre a duré 3/4 d'heure maximum. Et il n'y avait pas d'accord possible. Moi, j'ai toujours été dans la cohérence et la clarté. Je me suis défini toujours dans ma vie politique pour la cohérence de la ligne politique. Et la clarté, ça veut dire que ça soit transparent pour l'opinion publique. On ne peut pas se réunir aussi longtemps comme ça sans avoir... Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe mon analyse personnelle. Parce que je peux vous dire une chose, c'est que Georges Mele n'est pas sous ma tutelle. Georges Mele est quelqu'un qui a la responsabilité de la gestion de la commune de Porto Vecchio et du Grand Sud. Et il a toute ma confiance. Et je sais qu'il allait prendre la bonne décision à un moment donné, sans qu'il soit obligé de suivre ce que d'autres pouvaient lui dire. La bonne décision, c'est de ne pas aller avec les nationalistes. Non, c'est pas ça la bonne décision. La bonne décision, c'est que lorsque vous écoutez Jean-Guy Talamode, c'était sur votre antenne, qui dit une chose très simple. Si Georges Mele revient sur tout ce qu'il a été, à ce moment-là, c'est possible. Bon, ça veut dire qu'il devait renier tout son passé de vie politique à Porto Vecchio, qui remonte à 1983. On vous a associé à ces discussions vous a informé Non. Je pense que d'ailleurs, Jean-Christophe Angelini ne souhaitait pas que je sois associé. En revanche, vous avez eu votre mot à dire, vous avez peut-être... Oui, vous avez peut-être appelé Georges Mele, ou vous l'avez peut-être rencontré pour lui dire. Nous nous voyons très régulièrement. Et vous lui avez conseillé de ne pas s'engager sur cette voie. Deux amis se voient régulièrement. Et je ne lui ai pas demandé autre chose que... est-ce que tu vois de la cohérence là-dedans? Non. Parce qu'il va y avoir des élections plus territoriales derrière, où effectivement nous devons, si nous voulons que la droite et le centre se retrouvent en Corse, ben c'est pas en commençant comme ça. Mais surtout, ce que j'ai cru comprendre, mais c'est pas à moi de le dire, ce sera à Georges Mele de vous le dire, c'est que Jean-Christophe Angelini, qui est dans une logique qui n'est pas de Porto Vecchio, c'est la logique de la conquête future du pouvoir régional. C'est-à-dire, c'est le calife qui veut remplacer le calife Simeone. Et donc c'est une lutte interne à la famille nationaliste. Et je dis simplement, j'ai dit à Georges Mele,
et je pense que c'était très clair dans sa tête, la commune de Porto-Vecchio et les habitants de Porto-Vecchio ne sont pas là pour arbitrer les querelles dans la famille nationaliste. S'il y en a un qui veut, et on voit qu'il y a un petit monde économique qui a voulu entourer cette union, cette possible union, pour le seul fait qu'aujourd'hui, il désespère de la politique menée par Gilles Simeone et que Jean-Christophe Angeline aurait été meilleur dans la gestion. Sauf que Jean-Christophe Angeline, qui laisse entendre qu'il était apparemment dans les discussions qui étaient secrètes, enfin en tout cas qui n'ont pas été tenues, si elles n'étaient pas secrètes, qui n'ont pas été tenues publiques, rendues publiques, promettait tout. Promettait tout, on revoit le Paduc, on revoit ça. Donc c'est pas clair et c'est pas simple. Est-ce que vous serez candidat sur la liste de Georges Mel à ces élections municipales? Georges Mel sait qu'il a mon soutien. Il a, je dirais, terminé ce mandat de très bonne façon et était actif et utile au développement de Porto-Vecchio. Il sait qu'il peut compter sur moi. Vous savez, moi j'ai toujours considéré que la politique, c'était pas une affaire individuelle. Donc si vous le demandez, vous serez candidat. On vous prête la rumeur porto-vecchiaise, vous prête des ambitions pour les sénatoriales de 2020 ? Non, mais on est en plein délire. Entre l'union qui n'avait aucune cohérence parce qu'on ne voyait pas sur quoi ils pouvaient s'entendre. À partir du moment où il y en a un qui participe, je dirais, du statut de résident, de plein de choses, et la commune de Porto-Vecchio qui ne participe pas de cela. Et en même temps, maintenant, vous imaginez, mais j'ai mon ami Jean-Jacques Panouz, qui est le meilleur sénateur qu'on ait eu depuis très longtemps. Voilà une réponse claire. Mais la réponse est claire, il a mon soutien. Mais est-ce que vous êtes d'accord? J'avais d'ailleurs dit un jour à cette antenne, c'est la seule élection à laquelle je ne participerai jamais. C'est celle que mon père avait perdue en 62. Il avait été sénateur. Hein. Il a été sénateur avant, mais il a été battu en 62. C'est un mode de scrutin qui ne me convient pas. Voilà, j'aime le scrutin populaire. Je reviens sur la question. Voilà. Est-ce que vous souhaitez être sur la liste, vous, de Georges Mel? Je n'ai pas souhaité. Ah, quand même. Georges Mel sait que je serai là à ses côtés pour faire campagne et je suis là à ses côtés pour ce qu'il sera possible dans le cadre d'une équipe à construire. C'est une équipe à construire parce que l'avenir de Porto-Vecchio m'intéresse parce que c'est mon cœur et l'avenir du Sud m'intéresse aussi parce que c'est la région qui peut apporter énormément de réponses et de solutions pour toute la Corse. Eh bien, nous arrivons à la seconde partie de notre émission pour aborder le débat contradictoire aujourd'hui avec une invitée qui est Antonia Lujan, qui est géographe mais également urbaniste et membre du mouvement Femagos. Alors, bonsoir Antonia Lujan et merci d'avoir accepté de débattre avec Camille de Roccaser. Vous avez maintenant 10 minutes pour le faire. Merci. Alors, Monsieur de Roccaser, je voulais aborder avec vous la question de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Alors l'année dernière, vous étiez déjà questionné à ce sujet par Sébastien Celeri, président de l'Ordre des architectes, qui vous avait notamment alerté sur la problématique de l'urbanisation galopante et notamment de la prolifération des centres commerciaux en périphérie des villes de Corse. Et vous lui aviez répondu, je vous cite, que vous étiez contre la démesure. Alors quand on regarde un petit peu la manière dont se répartissent ces mètres carrés en Corse, on se rend compte que c'est à Porto-Vecchio qu'on trouve le plus de mètres carrés par habitant, c'est-à-dire 1300 mètres carrés pour 1000 habitants. Ce qui fait de cette région le plus fort taux de Corse. Donc ma question elle est simple, sachant que la moyenne française est autour de 350 mètres carrés pour 1000 habitants. Est-ce que vous considérez qu'on est dans un modèle équilibré ou est-ce que vous trouvez au contraire qu'on est dans ce que vous appeliez à l'époque la démesure? Alors d'abord, vous partez sur votre critère de population, c'est lequel? Alors, c'est le bassin de vie qui compte 20 000 habitants. Bon, j'ai pris les 20 000 habitants en comptant uniquement les mètres carrés d'hypermarché. Alors, le bassin de vie, il faut savoir que Porto-Vecchio est considéré depuis maintenant 20 ans comme une station balnéaire avec une moyenne pondérée à plus de 30 000 habitants et que tout le bassin de vie fait, et si on prend la population pondérée sur l'année pondérée, mais avec des pics à 200 000 habitants pour tout l'extrême sud et donc le bassin de vie, pendant au moins 2 mois d'été, si on prend la population pondérée, on est à plus de 40 000. Donc vous voyez que ce ratio n'est pas compatible avec la réalité, je dirais, parce que nous sommes le premier bassin touristique de Corse, devant la Balagne et devant le Grand Ajaccio. Donc c'est pas pour autant que je ne suis pas de ceux qui pensent que l'urbanisation telle qu'elle s'est construite, mais
C'est pas vrai qu'en Corse, c'est pas vrai qu'à Porto-Vecchio, c'est vrai partout. Dans les années 70, 80, avant sur le continent c'était l'après-guerre, n'a pas été le meilleur urbanisme qu'on puisse imaginer. Bon. Aujourd'hui d'ailleurs, quel est le problème qui est posé? Le problème le plus fondamental, il est que on est en train de réfléchir uniquement sur un point, c'est la constructibilité des sols. Voilà. Combien j'ai le droit de mètres carrés constructibles? Mais pas la qualité, pas l'urbanisme. L'urbanisme, c'est autre chose. C'est avoir des ensembles de vie, avoir quelque chose qui est compatible et qui ressemble à ce qu'était la ville ou le village. Bon. Donc ça, on s'en fiche. Dans tous les textes, aujourd'hui, on est uniquement sur... avant, ça s'appelait le COS. Maintenant, on est dans du mètre carré. Souvent, je dis que c'est même une démarche parfois qui est trop malthusienne ou pas assez. Mais on n'est pas dans la qualité et dans la compréhension de ce qui est utile pour la vie sociale, la vie familiale, la vie professionnelle. Voilà. Alors, pardonnez-moi, mais juste... donc c'est ça pour moi l'essentiel. Il existe quand même des documents d'urbanisme qui sont faits justement pour pouvoir projeter la manière dont on va urbaniser. Je rebondis juste sur ce sujet dont vous parliez effectivement d'un bassin de vie et d'un bassin de population qui s'agrandit en fonction des saisons, etc. Je vous ferai juste la remarque sur la Balagne qui a à peu près les mêmes critères de population à l'année et étant quand même le deuxième bassin touristique de Corse, à moitié moins de mètres carrés d'hypermarché. Donc ça veut quand même dire que derrière, ça sous-tend un projet politique et qui est fait de telle manière que sans document d'urbanisme, c'est-à-dire sans planification, ce qui est le cas pour la commune de Porto-Vecchio qui n'a pas de document d'urbanisme depuis 2011, depuis qu'il a été annulé. D'abord, vous ne pouvez pas comparer... Non, comparaison n'est pas raison. Et comparer la Balagne avec le Grand Sud, ou comparer le Grand Sud avec Ajaccio, ça ne peut pas correspondre. Bon. Par contre, si vous cherchez maintenant les nombres de mètres carrés qui ont été construits dans les hyper, pas que marché, zone commerciale d'Ajaccio, là, je pense qu'on est dans une dérive et dans un modèle, d'ailleurs, qui est obsolète. C'est un modèle des années 80-90, qui n'est plus le modèle aujourd'hui, surtout avec le e-commerce et le reste. Non, je pense qu'à Porto-Vecchio, d'abord, on a créé de l'activité économique. Aujourd'hui, la Balagne... J'ai des amis en Balagne, ils se plaignent du manque d'activité économique. Ils se plaignent d'une vie l'hiver, notamment hors saison, qui est un peu plus morte que le Sud. L'attractivité de Porto-Vecchio, si vous voulez, tous ceux qui viennent, d'ailleurs certains qui viennent critiquer aujourd'hui le développement de Porto-Vecchio, en ont bénéficié. Ils sont venus s'installer, pourquoi? Parce qu'il y avait de l'activité économique, parce qu'il y avait de la croissance, parce qu'il y avait de la richesse à créer. Donc aujourd'hui, par contre, je l'ai dit à Georges Mel, on a discuté souvent, on doit passer à la troisième étape de Porto-Vecchio, d'une construction plus homogène qu'hétérogène et retrouver le sens de la ville et de la vie sociale avec l'ensemble des outils de service public, tout ça. Bon, recréer du tissu urbain et effectivement ne pas développer que la périphérie. Bon, il y a à Porto-Vecchio des atouts encore importants dans le centre-ville, donc on appelait ça le développement du cœur de ville. Bon, et en même temps, il y a autour du port. Voilà, il faut redonner des liens et recréer du lien entre les différents quartiers. Mais Porto-Vecchio, c'est beaucoup plus complexe, parce que vous avez plus de 30 hameaux, et notamment, vous avez des hameaux qui seraient ailleurs des villages, comme le quartier de Mouratel. C'est le cas, pardonnez-moi, mais c'est le cas dans pas mal d'autres communes de Corse qui se caractérisent par une multitude de hameaux qui pourraient être caractérisés en villages. Mais vous avez eu des quartiers qui sont développés autour des établissements scolaires et autres, et c'est vrai que dans ces hameaux, il n'y a pas de commerce, ou pratiquement pas de commerce. Et pourtant, il y a plus de 2000 habitants dans le quartier de Mouratel l'hiver. Mais comme vous avez des grands hypermarchés à l'extérieur, vous comprenez bien que ça crée des difficultés pour avoir des commerces en centre-ville. Oui, mais ils se sont créés aussi parce qu'il n'y avait pas, je dirais, de capacité ou de volonté ou de projet qui se développaient par ailleurs. Vous savez que dans les années 60 jusqu'aux années 70, les Porto-Vecchiens allaient faire leurs courses du côté de Ghisonaccia. Est-ce que c'était quelque chose de normal? Non. Il y avait en 70, en 78, il y avait encore, on s'arrêtait à l'école en 3e à Porto-Vecchio. Il fallait aller soit à Bastia, soit à Sartène, alors qu'il y avait déjà 7000 ou 8000 habitants. Donc on le voit, à Porto-Vecchio, c'est construit. Et moi, je ne renie pas cette construction parce qu'on la doit à celui qui a été, je dirais, le bâtisseur de l'après-guerre de Porto-Vecchio, après avoir éradiqué le paludisme, c'est mon père. Voilà, je ne serai pas critique là-dessus. Je dis simplement aujourd'hui, le monde n'est
n'est plus le même. Mais vous faites quand même le constat que ce modèle-là a atteint ses limites. Je fais le constat que ce modèle a atteint ses limites. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui a créé tout ça. Nous avons participé les uns et les autres après. Et aujourd'hui, mais bien sûr qu'au-delà du constat, c'est qu'est-ce qu'on fait. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je souhaite effectivement qu'on ait une réflexion sur l'urbanisme. Vous savez, je suis très proche aussi de Pierre-Olivier Milanine, qui a participé, je crois, au dernier Contraste. Bon, Pierre-Olivier aussi, il apporte cette forme de critique, lui, en tant que technicien de l'art, en tant qu'architecte, effectivement. Maintenant, je crois aussi que l'architecture, ça n'est pas quelque chose qui doit être uniforme. Je crois qu'il y a de la créativité, sinon on n'aurait pas eu des Le Corbusier ou autres. Mais en même temps, il y a effectivement ce qui est compatible avec un espace. Moi, je parle de la morphologie des sols, je parle de tout ça, je parle de la qualité, de l'esthétique, du choix de matériaux, et pas uniquement de la constructibilité. Vous voyez, c'est toute une approche. Mais sans être aussi critique peut-être que vous sur cette urbanisation qui a pu être un peu désordonnée. Il y a d'autres villes, or c'est pire encore. Bon, je ne les citerai pas, parce que ce sont des amis aussi qui y président. Mais il faut laisser du temps. Il faut avoir les outils pour le faire. Et puis, il faut avoir aussi les opérateurs immobiliers. Il faut avoir, parce que la commune, la collectivité ne peut pas tout faire. Elle ne peut pas s'investir sur tout. Sinon, on est dans le collectivisme et ce n'est pas forcément notre vision des choses. Je voulais aussi rebondir sur cette question de la consommation foncière, etc. Et prendre un constat, une commune, encore une fois, où le constat me semble implacable. La commune de Porto-Vecchio, où l'on constate que ces 12 dernières années ont été construits en périphérie 40 hectares de bâtis. Donc 40 hectares de quoi? Pour y faire quoi? Essentiellement de la villa individuelle, donc villa fortement consommatrice d'espace, à vocation de résidence secondaire ou touristique, et pour moitié des zones commerciales dont on parlait tout à l'heure. Où est-ce que ces 40 hectares se sont faits? Ils se sont faits en périphérie, sur les collines, sur le littoral, en plaine. 40 hectares, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à 4 fois la superficie du centre-ville de Porto-Vecchio, pour que les gens aient un petit peu une idée. Voilà. Ça serait même 10 fois. Donc, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, est-ce que vous trouvez que c'est un urbanisme aujourd'hui qui fait sens, sachant que les critères, on va dire, les indicateurs de pauvreté, de précarité, de chômage à Porto-Vecchio ne sont pas au beau fixe. Donc est-ce que c'était réellement une bonne réponse, celle de l'économie résidentielle basée sur le tout-tourisme et la construction? Non, vous répondez, après on clôturera le débat. Non, vous êtes encore sur des... Voilà, je réentends pour la première fois depuis des années le tout-tourisme. Ça n'existe pas, ça n'existera jamais. D'ailleurs, il n'y aurait pas d'agriculture s'il n'y avait pas de tourisme, pratiquement. Parce que s'il n'y avait pas un marché... Non, mais s'il n'y avait pas un marché supplémentaire, aujourd'hui, vous n'aurez pas de capacité à faire croître l'agriculture, puisque c'est notre vision de la faire croître. Mais il n'y a pas de tout tourisme, comme il n'y aura pas de toute agriculture, comme il n'y aura pas de toute administration. Mais là, il y a quand même beaucoup de construction, ça, vous ne pouvez pas le nier. Il n'y a pas 40 hectares. En plus, les 12 années, bon, je n'ai pas l'exercice du pouvoir dans ces 12 années. Mais c'est conduit par votre famille politique. Donc mais c'est ma famille politique et mon ami politique, Georges Mehl. La résidence secondaire, elle a un avantage. Elle consomme de l'espace, c'est vrai. Elle ne demande pas beaucoup de services publics, pratiquement pas. Et la deuxième chose, c'est pas sur la résidence secondaire que vous avez la possibilité d'instaurer un système mafieux. Voilà. Parce que chacun a la liberté d'acheter, d'être propriétaire, de pouvoir construire, de pouvoir choisir son maître d'œuvre et le reste. Alors que sur la donc promotion immobilière... Donc vous faites le choix de la résidence secondaire plutôt que de la filière de l'hôtellerie pour évacuer la question mafieuse. Je suis pour l'hôtellerie, d'ailleurs, dans le projet, l'avant-projet que j'avais fait, c'était de développer l'hôtellerie. Le problème, c'est qu'il faut trouver les investisseurs. Et le problème de l'hôtellerie, c'est que vous ne remplacez pas aujourd'hui les 25 ou 30 000 lits de résidents secondaires qui font marcher en partie l'hôtellerie et demander aux hôteliers s'ils ne sont pas contents de les avoir lorsque l'hiver ils ouvrent et qu'ils viennent se restaurer ou qu'ils viennent pendant les constructions prendre des chambres. Mais nous ne pouvons pas remplacer les deux. Les deux sont complémentaires. Il faut développer plus l'hôtellerie aujourd'hui et avoir peut-être des aides et des incitations pour l'hôtellerie et certainement moins développer la résidence secondaire individuelle. Mais je vous mets au défi un jour d'étudier ce qui se passe dans la résidence secondaire collective, c'est-à-dire immobilière, projet immobilier, et qui fait quoi
là-dessus. Eh bien, ce sera là la conclusion de ce débat. Merci à vous, Antonia Lucian, d'y avoir participé. Mes deux confrères vont revenir accompagnés du dernier invité, qui est Antoine-Marie Grazian, et l'historien qui va venir faire le débriefing avec nous. Alors, bonsoir, Antoine-Marie Grazian. Merci de votre présence. Alors, la famille Rocazère a marqué l'histoire politique de la Corse. Alors, il refuse le mot de dynastie. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord, vous? Alors, dynastie, oui et non, parce qu'en fait, oui, alors j'avais... C'est pas péjoratif, hein. J'avais commis, dans les années 80, un article sur votre famille. C'était un article magagne, comme on disait, c'est-à-dire un article pour Kirn, où j'avais expliqué, en partant de vous, en remontant les générations les unes derrière les autres, 3-4 générations, puis après, j'avais stoppé. J'étais monté à l'ancêtre le plus ancien, enfin celui qu'on donne, Jean-Paul le Majeur, hein, comme on dit. Ou le Magnifique, je sais plus. Enfin bon, voilà. Un côté florentin. Donc à la fin du XVe siècle. Et en fait, bon, c'était une magagne, effectivement, en ce sens où j'ai terminé l'article en disant « J'espère que Camille de Rocazère, il n'y arrivera pas ce qui est arrivé à un de ses ancêtres vicaires de l'évêque d'Ajaccio, chargé de chaînes et envoyé dans la tour de None à Rome. » En fait, oui, alors c'est une dynastie, et en même temps, ça n'en est pas une, parce qu'effectivement, politiquement, on ne peut pas dire qu'il y ait, même si, lorsqu'on fait la construction, votre père a effectivement tout été, député, sénateur, etc., etc. Votre grand-père, pareil, etc., etc. Et en même temps, il y a des moments de vide. Et on pourrait regarder un petit peu les années qui suivent la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu, oui, des morceaux plus difficiles, des périodes où les Rocazères n'ont pas été au niveau où a été votre père. Je pense que ça, c'est une donnée qui est une donnée fondamentale. Alors peut-être que le moment où on ne vous voit pas ne correspond qu'à un peu cette période, avant peut-être de vous voir réapparaître derrière. Alors, vous êtes le moment creux de la famille Rocazère? Non, j'étais pas encore né. Non, il y a eu un moment creux, bien sûr, après-guerre, à la Libération. Mon père, je pense, on a eu quelques discussions, mais il était très pudique là-dessus, a hésité entre continuer la médecine, parce qu'il avait peut-être une carrière à Paris, hospitalière, et puis venir, je dirais, reprendre le flambeau et venger l'honneur de son père. Voilà. Mon père avait été assez traumatisé, je pense, par ce qui était arrivé à son père, alors que lui avait fait la guerre. Mon père avait fait la guerre avec Cassino, était décoré là-bas. Et donc, la façon dont son père a été traité a été l'a meurtri profondément. Et c'est là qu'il a décidé de s'engager. Il a été battu 2 fois, puis il a été élu en 49 conseiller général, et puis en 50 maire de Porto-Vecchio. Ça a été un combat partant de rien. Il est parti de rien avec, on disait, les 500 qui l'ont accompagné. Mais dans cette dynastie, entre guillemets, que vous dites, pour moi, il y a un lien très fort avec une autre vraie dynastie, c'est les Abatucci. Voilà. Et ce lien, pour moi, les Rocazères et les Abatucci, pour moi, et la partie Abatucci me plaît énormément. Mon arrière-grand-mère était Mathilde Abatucci, donc je me retrouve très bien avec ceux qui ont été au service de la Corse, accompagnant Paul, et puis après... Napoléon III. Et puis Napoléon III. Bien sûr. Et puis, oui, mais c'est un Abatucci, c'est son ministre garde des Sceaux, de la Justice, qui va faire par Napoléon III les grands travaux de la Corse. Oui, c'est lui qui est l'inspirateur. Napoléon III va le faire, mais c'est le ministre Abatucci qui va décider, en utilisant d'ailleurs les forçats, voilà, pour faire ces travaux gigantesques qu'on n'arriverait même pas à faire en ce moment en 30 ou 40 ans. Voilà, j'en dis pas plus. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cet esprit, on va dire, familial, des valeurs uniquement, ou est-ce que la société corse, ça fait encore écho dans la société corse, ou c'est fini tout ça? La dernière chose qui me reste, et qui est profondément, je crois, ancrée dans les valeurs de la famille, c'est ce que mon père m'a dit un jour devant le public, si tu veux un jour me succéder, il faudra que tu apprennes à connaître, pour comprendre et aimer les hommes et les femmes qui vivent ici, pour avoir l'honneur de les servir. C'est le mot servir, voilà. C'est le mot... Bon, c'était un médecin. Il faut comprendre que mon père, c'est d'abord un médecin de campagne, un médecin qui va soigner partout.
ça va l'aider pour faire de la politique, parce qu'à l'époque, c'était le contact et l'autorité nécessaire qu'on peut avoir. Voilà. Il était reconnu pour son intelligence et le sens de l'humain. Voilà. C'est l'humanisme. D'une certaine façon, bon... C'est pour ça que... Et aujourd'hui, il y a un Rocazert pour poursuivre cette dynastie, entre guillemets. Est-ce que votre fils est élevé dans cette... J'ai une fille aussi. Ou votre fille? C'est plus rare quand même, les filles dans votre famille. Écoutez... En général, pour accéder aux responsabilités. Un jour, ma fille, en rigolant comme ça, parce que quelqu'un lui disait, peut-être que Jean-Paul fera la politique, et ma fille m'a dit, et pourquoi pas moi? Voilà. Votre fils s'appelle Jean-Paul? Oui. Ah oui, ça, non, c'est un signe. Non, c'est pas un signe, c'est une tradition. On ne se pose pas la question de la famille, et ma femme était tout à fait d'accord. J'avais dit, si c'est un garçon, ça sera Jean-Paul. Elle m'a dit, OK. Et j'avais dit, si c'est une fille, ça sera Gabriel, parce que son père s'appelait Gabriel. Donc ma fille s'appelle Gabriel. En attendant, vous, Camille, vous n'avez pas tout à fait renoncé? Et renoncer, c'est pas... Parce qu'on parlait du jour d'après, Jean Vétus, en début d'émission, mais c'est peut-être pas, il y a peut-être des demain, non? Renoncer, c'est pas un mot. Ah non, attendez, mais j'ai en plus mon ami. Attendez, j'ai le meilleur sénateur. Pas les amis en politique. Non. Moi, alors là, non. Je ne parle pas de vous, je parle de façon générale. Non, ça, alors voilà. Un des critères, une anecdote. Lorsque Jacques Chirac va être candidat en 95, on est en 94, au mois de fin septembre, début octobre, il va annoncer sa candidature. Bernard Pons appelle mon père, lui dit, voilà, il y a une tribune demain, est-ce que tu signes la tribune? Mon père rentre d'Ajaccio à 3h du matin, me réveille et me dit, voilà, il faut que je te parle, quelle est la valeur qui nous rassemble, toi et moi, sur laquelle on nous reconnaît? J'ai dit la fidélité. Alors il me dit, voilà, c'est simple, je fais mon choix, je préfère perdre en restant fidèle à un ami que de gagner en trahissant un ami. Voilà. Donc, je vous ai tout dit. Ces valeurs-là, je les ai en moi. C'est comme lorsque je m'inscris dans la cohérence politique et la clarté face à l'électeur. On ne peut pas tromper les électeurs. Je me sens pas... Si demain je suis d'accord, on parlait de la famille nationaliste, si à un moment donné, dans l'intérêt de la Corse... Ceci mis de côté, votre carrière politique aujourd'hui n'est pas terminée. Vous avez l'intention de briguer d'autres fonctions plus tard? J'ai appris du professeur Beaulieu que plus on travaille tard et mieux on vieillit. Donc je me dis que comme j'ai pas su faire grand-chose à part de la politique, pourquoi ne pas en faire si on en a envie? Si on a envie de moi, mais je ne vais rien imposer. Je ne suis pas dans la conquête comme je l'ai été par le passé. Je suis plus aujourd'hui dans la réflexion et dans ce que mon père m'a appris de la sagesse à un moment donné, c'est comment fait-on pour rassembler les hommes? Comment fait-on pour éviter les drames? Comment fait-on pour faire en sorte que la Corse ne soit pas condamnée à la violence et à ce retard de développement? Comment fait-on pour éviter que nous nous opposions les uns aux autres? C'est pour ça que la main tendue n'est pas une main tendue que je refuserais systématiquement. La main tendue, elle doit avoir du sens. Et j'aimerais qu'un jour en Corse, on puisse lui donner du sens à cette main tendue. À ce moment-là, la mienne sera vraiment tendue. Alors, autre élément... Je me souviens d'une discussion avec votre père, on était dans son bureau et on parlait des salines. C'était quand même, ça a quand même été... Salines de Porto Vecchio. Alors, les salines de Porto Vecchio, il y avait la partie Rocazère qui datait du royaume anglo-corse, si mes souvenirs sont bons, 1795. Et puis il y avait la partie Abatucci. Il y avait une d'après ce qu'il nous avait expliqué... Sur les salines, non, ici ne sont pas les Abatucci. On est à d'autres terres qui ont été légués par des Abatucci. Mais les salines, non, c'est vraiment les Rocazères à travers toutes les branches, c'est-à-dire Mousse, Girolame, Colonnadis maintenant, enfin c'est tout l'élargissement lié aux successions et au mariage. Là, bon, on a eu, comme dans toutes les familles, et les grandes familles n'échappent pas à ça, les conflits de famille. Voilà. On parlait tout à l'heure de certains de mes cousins. J'espère qu'on en sortira. Parce que si on n'est pas capable de rassembler sa famille, il est difficile de rassembler, au-delà de la famille, de rassembler la Corse. Donc je fais en sorte de pouvoir au moins rassembler ma famille après des moments qui ont été difficiles, de division. Et comme je suis le principal, entre guillemets, actionnaire dans une indivision, actionnaire futur, mais aujourd'hui c'est une indivision, j'ai la part principale, puisque j'ai hérité de mon grand-père, de la moitié de mon grand-père, et d'un oncle qui n'avait pas d'enfant. Et donc, c'est mon devoir, le principal, de favoriser la reprise. Je m'étais dit qu'en 2019, on pourrait y arriver. C'est pas le cas. Donc, je vais tout faire pour rassembler la famille et pour faire des propositions de
créer les titres de propriété. Oui, on n'a pas encore de titres de propriété. Oui, mais c'est dans le Sud, nous n'en parlons pas. Ça s'applique à la famille, ça s'applique aussi à la famille politique. Je n'ai pas fait par hasard un texte, une loi, une proposition de loi sur le désordre cadastral et sur la propriété. Par hasard, c'est parce que le Sud, je connais bien ce désordre. Donc les salins repartiront. Voilà, c'est une richesse. C'est une richesse en même temps sur le plan de la biodiversité pour tout l'écosystème. Et j'ai fait classer d'ailleurs et acheter par le Conservatoire du Littoral les terrains à côté qui s'appellent les Fajoles. Il y a 110 hectares qui sont en cours d'acquisition par le Conservatoire pour faire un immense espace environnemental au pied de la ville. Eh bien, nous en resterons là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Camille de Rocazert, d'avoir répondu à toutes nos questions avec cette approche un peu plus personnelle du débat politique. C'est nouveau et c'est intéressant. Chers confrères, merci à vous, Antoine. Merci Marie. à vous. Merci de votre participation. Je présenterai votre dernier ouvrage, Les Tours du littoral de la Corse, les sentinelles de la mer, 16e, 18e siècle. C'est aux éditions Alain Piazzolo. Voilà, Contraste maintenant est terminé. On se retrouve d'ici un mois, le 18 décembre précisément, pour la dernière émission de cette année 2019. Buonasera a tutti.